L'ego, l'âme et l'esprit. Partie 3 de 3. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si c'est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. La spiritualisation de la forme, c'est-à-dire liée à la descente de l'esprit dans la matière, à travers le phénomène de la fusion, va altérer d'une manière de plus en plus accélérée, rapide, le plan physique, le plan terrestre, pour parler de la planète dans laquelle on se situe présentement. Et ces changements-là, eh bien, vont amener, entre autres, un développement technologique accéléré dans les prochaines années, mais aussi favoriser une augmentation des prises de conscience des gens. Donc, les gens vont, à mesure qu'ils prennent contact avec leur esprit, eh bien, ça va amener des modifications comportementales, des modifications aussi en termes de parole, cette intégration-là. Et dans la vie de tous les jours, l'esprit se manifeste, entre autres, à travers les petites choses. Souvent, les gens attendent des grandes révélations de l'esprit sur la vie dans le cosmos, sur des inventions, mais l'esprit, si vous êtes attentif, va se manifester à travers certaines petites choses qui passent parfois inaperçues. Comme par exemple, L'esprit peut donner à l'individu l'idée de réutiliser le sac d'un Publisac, c'est-à-dire au Québec, on reçoit de la publicité à chaque semaine dans des sacs de plastique avec à l'intérieur, eh bien, des annonces de différents commerces. Ça peut être des supermarchés, ça peut être des magasins de chaussures ou autres. Donc, l'esprit peut donner l'idée à l'individu de prendre le sac de plastique dans lequel il y a des publicités et de le réutiliser pour ramasser les excréments de son animal de compagnie. Donc, au lieu d'acheter des sacs de plastique en grande quantité et de les jeter à la poubelle, et puis c'est économique. Donc, c'est une idée qui est pratique, qui est intelligente. Et c'est l'exemple typique du type d'idée qui peut vous passer par la tête pour vous simplifier la vie et qui témoigne de l'efficacité de l'intelligence de l'esprit dans la matière. Donc, quand vous avez une idée qui est intelligente comme ça, vous pouvez la mettre en application. Et c'est à travers de ces petites choses-là que vous devenez plus efficace dans la vie de tous les jours. Et aussi, l'esprit vous amène à mettre de l'ordre dans votre vie, à classer des informations pour être en mesure de retrouver plus rapidement ces dernières. Et tout ça vous sert à vous donner plus de temps par la suite. Parce que quand vous faites des gains d'efficacité, vous avez plus de temps par la suite pour faire autre chose. C'est-à-dire que si vous êtes plus occupé, par exemple, à chercher vos clés parce que vous avez trouvé une méthode de classification qui vous permet de retrouver rapidement vos clés, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez consacrer du temps dans votre vie à la créativité, à vivre une communication avec l'esprit. Parce que si vous êtes occupé à travailler comme des fous à journée longue, vous n'avez pas le temps de vous intérioriser. Et à ce moment-là, vous n'avez pas le temps d'être en contact avec l'esprit. Le travail en tant que tel n'est pas mauvais. C'est pas ça l'idée. C'est tout simplement l'idée de vous amener à réaliser que l'esprit peut vous donner accès à des idées à travers votre mental qui sont de nature créative, qui vont vous permettre d'avoir plus de temps à consacrer, eh bien, à lui. L'esprit peut vous rendre plus efficace pour vous permettre d'être plus réceptif aux communications internes qu'il a. Et ça, c'est une roue. Plus vous êtes en contact avec lui, plus que vous acheminez de l'information, plus que vous acheminez de l'information, plus que ça vous permet davantage d'être en contact avec lui, et ainsi de suite. Donc, de travailler avec lui. Et c'est là, lorsque cette prise de contact s'effectue, que vous pouvez harmoniser les trois principes qui vous composent, c'est-à-dire l'ego, l'âme et l'esprit, qui doivent s'agencer d'une manière qui va faire en sorte qu'entre autres, l'ego, qui est de nature animale, va devenir transparent. Autrement dit, la présence de l'esprit va tempérer les pulsions animales de peur, de colère, de tristesse, donc les émotions qui pourraient autrement chambarder l'ego. Lorsque l'ego est encadré par une structure adéquate de l'âme qui est balancée, eh bien, à ce moment-là, l'ego est stable dans la matière, ce qui permet à l'esprit de descendre
et de donner accès à une plus grande intelligence à l'âme à travers la pensée télépathique qui lui achemine, ce qui va permettre par la suite à l'ego d'avoir davantage des assises qui sont solides dans la matière si l'âme agit en conséquence avec les idées intelligentes qui lui sont proposées par l'esprit. Donc vous voyez que tout s'enchaîne là. Mais pour qu'il y ait une intégration des trois composantes, eh bien, ça prend une ouverture d'esprit de l'individu, premièrement à l'existence de ces trois éléments-là, l'ego, l'âme et l'esprit. Et par la suite, lorsqu'on prend conscience de leur existence, eh bien, on peut regarder dans la vie de tous les jours leurs manifestations. Donc, vous pouvez, par exemple, vous promener sur la rue et à un moment donné, vous entendez le bruit d'un chien qui va faire « Wouf !» Puis vous allez voir un chien qui va se mettre à japper pour vous faire peur. Vous pouvez ressentir momentanément une vague de peur qui vous traverse au niveau de l'ego. Donc, vous voyez, vous ressentez l'émotion. Mais si vous êtes stable dans votre ego avec un mental solide, eh bien, vous pouvez regarder le chien en disant « Ah, il est attaché, donc j'ai aucune raison logique d'avoir peur. Il ne pourra pas me mordre. Il est attaché. Il est limité dans ses déplacements. Donc, je n'ai pas à nourrir la peur outre mesure. Donc, je laisse circuler l'énergie de la peur à travers moi et je continue à marcher. Parce que si la personne se laisse déstabiliser par la peur, qui est liée au chien qui aboie, eh bien, à ce moment-là, elle perd momentanément le contact qu'elle a avec sa paix mentale, avec son esprit. Donc, elle n'est plus disponible à se brancher à son esprit parce qu'à ce moment-là, elle devient branchée sur l'émotion de nature animale, de survie, de peur. La peur est une émotion qui peut être utile dans certaines situations. Donc, si vous voyez un ours et vous vous mettez momentanément à courir pour ne pas être attaqué par l'ours, c'est logique à ce moment-là d'avoir peur ou d'un animal féroce pour vous protéger. Momentanément, de vivre la peur et de connaître des sécrétions d'adrénaline, qui est une hormone qui est sécrétée en conséquence pour augmenter la vitesse de l'organisme en vue soit de combattre ou de fuir une menace, eh bien c'est tout à fait logique de connaître ce stress momentanément. Le problème, c'est de vivre une situation de stress d'une manière permanente alors qu'il n'y a pas aucun danger réel qui menace l'individu. Donc, autrement dit, la dimension instinct de survie qui sert à la conservation de la forme, qui est en relation avec l'ego, qui veut se conserver au fil du temps, ça a son utilité. La problématique, comme je le mentionne, c'est vivre des peurs d'une manière disproportionnée, hors contexte. Donc, autrement dit, la personne qui est toute seule dans son bureau, puis elle a peur, elle fait de l'anxiété pour des choses qui ne sont pas des menaces réelles ou immédiates. Elle fait de l'anxiété d'anticipation, elle a peur de perdre sa maison, peur de perdre son travail, peur de perdre ses clés, peur de se faire attaquer. Donc, si c'est pas fondé, c'est de la fabulation. Que des entités, entre autres, de niveau astral, que j'appelle, qui vont manipuler les individus souvent pour les faire vibrer à la peur et à certaines émotions, parce que ces entités-là, qui sont des êtres décédés, pour beaucoup d'entre eux en périphérie de la Terre, eh bien, vont se sentir vivants et exister lorsqu'ils vont vibrer en s'associant psychiquement à une personne, aux émotions qu'elles vont générer en elle. Donc, il y a des entités du monde de la mort qui vont manipuler les êtres humains pour les faire sécréter des émotions. Et lorsque l'ego est instable, eh bien, il va embarquer dans ces jeux de manipulation, ce qui va faire qu'il va engendrer beaucoup d'émotions. Et les émotions entraînent des pertes d'énergie, ne serait-ce que, ça c'est très concret, quand que vous avez, pendant un laps de temps très grand, un vécu de stress, eh bien, les scientifiques ont observé la sécrétion d'une hormone qui s'appelle l'adrénaline, donc, ou le cortisol qui est en lien avec le stress. Et si vous sécrétez beaucoup de cette hormone-là, éventuellement, ça vous enlève de l'énergie, parce que l'énergie qui est utilisée pour sécréter les hormones n'est pas utilisée pour faire autre chose. Donc, autrement dit, d'être dans la peur, être dans les émotions, amène certaines sécrétions d'hormones, donc ça se traduit sur le plan physique, et ça vous enlève des énergies qui pourraient être utilisées ailleurs à des fins plus créatives si elles seraient mobilisées en fonction d'idées intelligentes qui émanent de votre esprit. Donc, l'âme
est un petit peu prise en sandwich dans un contexte d'incarnation, d'évolution entre les énergies qui se rattachent à l'ego, qui vont tenter de le manipuler, et les énergies qui proviennent de son propre esprit, qui lui est au-delà des contingences planétaires, est au-delà du contexte limité de la Terre. Autrement dit, votre esprit, c'est très froid comme vibration. L'esprit ne mange pas, n'a pas besoin d'aller aux toilettes, il ne dort pas non plus. Donc, l'esprit est dépourvu d'émotions. C'est une énergie intelligente qui se pense tout seul, qui est autonome, qui peut voyager dans le cosmos. Donc, il n'a pas les limites planétaires et lui a accès à toute l'intelligence, mais il a besoin de vous pour s'actualiser à travers la matière parce que vu qu'il n'est pas matériel, bien, il ne peut rien faire si l'âme n'agit pas. Donc, l'esprit va manipuler l'âme, mais dans un sens créatif, en fonction de l'amener, par exemple, à construire des maisons, des bateaux, des voitures pour se déplacer. Et ensuite, il va le faire d'autres choses, puis d'autres choses. Puis c'est à travers ça qu'il se sent vivant. Tandis que l'ego, eh bien, l'ego a un instinct de survie parce que si le corps physique, par exemple, est détruit, eh bien, à ce moment-là, l'ego n'existe plus. Donc, à des fins de protection, l'ego va enclencher, par exemple, une émotion de peur s'il perçoit un danger dans l'immédiat. Dans certains cas, comme je le mentionnais tantôt, c'est justifié, mais dans certains autres cas, ça ne l'est pas. Ça dépend du cas et par rapport à ça, c'est du cas par cas. Donc, vous voyez ici un petit peu la distinction entre l'esprit, l'ego, et chacun des instances ont des besoins qui sont différents. L'ego va avoir besoin d'être sécurisé, l'esprit va avoir besoin de se sentir vivant et d'évoluer à travers l'âme qui se développe dans la matière. Pour vous donner une image de l'esprit, l'esprit pourrait être comparable à quelqu'un qui pilote un autre individu à distance. Autrement dit, vous avez sans doute déjà joué à des jeux vidéo dans lesquels vous amenez un personnage que vous voyez à l'écran à se déplacer. Donc, vous avez, en tant que joueur, la possibilité d'avoir une vue d'ensemble du contexte dans lequel le personnage se situe, de voir à l'avance les obstacles auxquels il va être confronté un petit peu plus loin, ou les menaces. Donc, l'esprit, dans son intelligence, a accès à toutes les informations du contexte planétaire. Par contre, l'âme, qui est comparable au personnage du jeu vidéo, peut avoir une vision limitée de la situation. Autrement dit, vous pouvez, par exemple, jouer à un jeu vidéo, vous voyez un paquet de pièces, vous voyez une vue d'ensemble, par exemple, d'un labyrinthe dans lequel se situe un personnage et vous devez sortir le personnage du labyrinthe. Bon, ben, l'esprit, il a accès à l'information précise qui permet au personnage de sortir. Alors que le personnage, l'ego, en contexte d'incarnation, eh bien, il n'a pas la vue d'ensemble. Il peut voir les murs qui l'entourent, il peut voir qu'il y a une porte à gauche, une porte à droite, il ne sait pas quelle prendre. Alors que l'esprit sait très bien que si, par exemple, l'individu ouvre la porte qui est à gauche, eh bien, la sortie va être là, la solution va être là. Donc, accès à une information que l'âme n'a pas. Mais comme c'est l'âme qui est en contexte d'incarnation et qui dirige le véhicule, voilà tout le défi de l'esprit, parce que l'âme n'est pas obligée d'écouter l'esprit. Autrement dit, ça peut vous dire intérieurement de tourner à gauche, alors que vous êtes alors que vous êtes à l'intérieur d'une auto sur la route, mais si ça ne vous tente pas et vous avez une autre voix qui vous dit de tourner à droite, vous pouvez écouter l'autre voix. Vous n'êtes pas obligé d'écouter nécessairement l'esprit, vous n'êtes pas un robot. Par contre, l'esprit a une compréhension parfaite du scénario qui vous permettrait d'évoluer au maximum, mais vous n'êtes pas obligé d'aller dans ce sens-là. Vous pouvez écouter la voix de d'autres esprits, c'est-à-dire d'âmes décédées qui vont manipuler les êtres humains pour se sentir vivants. Donc, vous pouvez écouter la voix aussi de l'ego qui peut avoir peur de faire une erreur et qui ne bouge pas. Vous pouvez écouter la voix de gens qui vous entourent, que vous pouvez juger utiles ou pertinentes selon votre point de vue personnel.